Les 7 émotions qui font vendre plus que n'importe quel argument. Tu crois que les gens achètent parce qu'ils comparent les prix ou parce qu'ils réfléchissent logiquement? Faux. La vérité, c'est que nous achetons avec nos émotions. Aujourd'hui, je vais te révéler les 7 émotions les plus puissantes qui déclenchent une vente, plus vite qu'un argument logique. Et crois-moi, si tu comprends ça, tu pourras vendre n'importe quel produit, service, ou même une idée. Reste jusqu'à la fin, parce que la 7e émotion est celle que les plus grands vendeurs utilisent sans que tu t'en rendes compte. La vente, ce n'est pas une bataille de prix, ni même une question de qualité. C'est une question de ressenti. Le client n'achète pas ton produit, il achète ce qu'il ressent en l'achetant. Alors voyons ensemble ces 7 émotions clés. Maintenant qu'on a posé les bases, entrons dans le vif du sujet, les 7 émotions qui font vendre plus que n'importe quel argument logique. Ces émotions, ce sont les clés pour transformer un simple curieux en client convaincu. Prêt? Allons-y. On démarre avec la première émotion, celle qui allume tout, celle qui fait battre le cœur plus vite, le désir. Le désir, c'est l'étincelle qui pousse quelqu'un à agir, à vouloir, à rêver. C'est cette envie profonde d'être plus beau, plus riche, plus respecté, plus heureux, ou même simplement de se sentir vivant. Quand ton produit ou ton service incarne un rêve, une aspiration, une version améliorée de la vie de ton client, la logique n'a plus aucune importance. Les chiffres, les specs techniques, les comparaisons de prix, ils passent au second plan. Ce que ton client veut, c'est ressentir ce que ton produit promet. Pense à une publicité de parfum, comme celle de Chanel, Dior ou Yves Saint Laurent. Est-ce qu'il te parle des ingrédients, de la formule chimique, ou du processus de fabrication? Non. Il te montre une femme envoûtante marchant dans une rue parisienne, tous les regards braqués sur elle. Ou un homme charismatique, sûr de lui, qui semble dominer le monde. Ce qu'ils vendent, ce n'est pas une odeur, c'est la séduction, le pouvoir d'attirer, l'impression de devenir irrésistible. Le client n'achète pas un flacon de parfum, il achète une promesse, celle de se sentir désirable, unique, puissant. Mais le désir, ce n'est pas réservé aux produits de luxe. Prenons un exemple plus terre à accent grave terre. Imagine une marque de vêtements de sport, comme Nike. Quand tu vois leur pub, est-ce qu'ils te parlent de la qualité du tissu ou de la résistance des coutures? Pas vraiment. Ils te montrent un athlète qui court au lever du soleil, qui dépasse ses limites, qui devient une meilleure version de lui-même. Ce qu'ils vendent, c'est le désir de se sentir fort, déterminé, invincible. Et ça marche, parce que chacun de nous, à un moment ou un autre, veut se rapprocher de cette image idéale. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec une petite entreprise qui vendait des bijoux artisanaux. Ils avaient du mal à se démarquer dans un marché saturé. Leur description de produits était remplie de détails techniques. Bague en argent 925, sertie d'une pierre naturelle. Bof. On a tout changé. On a commencé à raconter une histoire. Imagine offrir cette bague à quelqu'un de spécial, voir son visage s'illuminer, sentir que tu as créé un moment inoubliable. On a mis en avant des images de couple, de moments romantiques, de sourires émus. Résultat? Les ventes ont grimpé de 40% en un mois. Pourquoi? Parce qu'on a connecté le produit au désir de créer des souvenirs, de se sentir aimé, d'être celui ou celle qui fait battre les cœurs. Le désir, c'est universel. Que tu vendes un produit, un service, ou même une idée, il faut comprendre ce que ton client rêve d'atteindre. Si tu vends des cours en ligne, ne parle pas seulement du contenu ou des modules. Montre comment ces cours vont transformer la vie de ton client. Plus de confiance, une carrière boostée, la liberté financière. Si tu vends des meubles, ne te contente pas de parler des matériaux. Montre un salon chaleureux où une famille se réunit, ou un bureau élégant qui donne envie de créer. Le désir, c'est ce qui fait vibrer les gens. Comment utiliser le désir dans tes ventes? D'abord, pose-toi cette question. Quel est le rêve caché de ton client? Si tu vends des services de coaching, peut-être qu'il rêve de reprendre le contrôle de sa vie. Si tu vends des voyages, il rêve d'aventure ou de détente absolue. Une fois que tu as identifié ce désir, construis ton message autour de ça. Utilise des mots qui évoquent des images fortes. Deviens, transforme, libère-toi, brille. Crée des visuels qui font rêver, des paysages paradisiaques, des gens confiants, des moments de pur bonheur. Mais attention, il y a une règle d'or, sois authentique. Le désir fonctionne seulement si la promesse est crédible.
Si tu vends un produit médiocre en le faisant passer pour un rêve inaccessible, ton client se sentira trompé. Prends l'exemple des influenceurs qui vendent des programmes de fitness miracle. Si la promesse est un corps parfait en 7 jours mais que le programme ne tient pas la route, le désir s'effondre, et la confiance avec. À l'inverse, un produit bien conçu, même simple, peut devenir irrésistible si tu le connectes à une aspiration profonde. Un autre exemple. Les voitures de sport. Pourquoi quelqu'un dépense des fortunes pour une Porsche ou une Lamborghini? Ce n'est pas juste pour aller du point A au point B. C'est le désir de liberté, de vitesse, de se sentir au volant de sa propre vie. Les pubs de ces marques te montrent des routes sinueuses, des moteurs rugissants, une sensation d'adrénaline pure. Et même si tu n'achètes pas une supercar, le principe est le même pour tout produit. Une marque de café ne vend pas juste une boisson, elle vend le désir d'un matin parfait, d'un moment de calme avant une journée chargée. Pour aller encore plus loin, pense à personnaliser le désir. Chaque client a des aspirations différentes. Une jeune professionnelle pourrait vouloir un sac à main qui lui donne une allure de leader. Un parent pourrait vouloir un jouet qui fait briller les yeux de son enfant. Si tu peux segmenter ton audience et adapter ton message à leurs désirs spécifiques, tu multiplies l'impact. Les outils comme les réseaux sociaux ou les emails personnalisés sont parfaits pour ça. Un message ciblé qui parle directement à ce que ton client veut devenir. En résumé, le désir, c'est le carburant de la vente. C'est ce qui pousse quelqu'un à sortir sa carte bancaire sans réfléchir, parce qu'il veut ce que tu lui fais ressentir. Alors, prends le temps de comprendre les rêves de ton audience. Mets-les en scène dans tes mots, tes images, ton histoire. Fais-les vibrer. Et tu verras, quand le désir est là, la vente suit naturellement. Exemple visuel. Pub de parfum avec des plans sensuels, une personne lambda transformée après un achat, un athlète Nike courant au lever du soleil, une famille heureuse dans un salon cosy. Transition vers un appel à l'action. Quel désir ton produit va-t-il combler? Passons à la deuxième émotion, et crois-moi, elle est incroyablement puissante, la peur. La peur, c'est l'une des forces les plus instinctives de l'être humain. C'est ce qui nous pousse à agir vite, souvent sans même réfléchir. Peur de manquer une opportunité, peur de perdre quelque chose de précieux, peur de se retrouver dans une situation difficile. Quand tu montres à ton client ce qu'il risque de perdre s'il n'agit pas, tu crées une urgence qui surpasse n'importe quel argument logique. La peur, c'est un électrochoc qui transforme un peut-être en « je dois le faire maintenant ». Pense aux promotions limitées que tu vois partout, comme pendant le Black Friday. Tu es sur Amazon, tu vois un produit avec un compte à rebours, offre valable jusqu'à minuit, ou plus que 2 articles en stock. Ton cœur s'accélère, tu cliques sur ajouter au panier sans même vérifier si tu en as vraiment besoin. Pourquoi? Parce que la peur de rater une bonne affaire est plus forte que la réflexion. Les entreprises savent que cette urgence déclenche une action immédiate. Mais la peur ne se limite pas aux promotions. Prends les publicités d'assurance ou de systèmes de sécurité. Elles ne te parlent pas seulement de la qualité de leurs produits. Elles te montrent une maison cambriolée, une voiture accidentée, une famille en détresse. L'idée? Te faire ressentir ce qui pourrait arriver si tu n'es pas protégé. Une pub d'alarme comme Verisure, par exemple, commence souvent par une scène angoissante. Une maison plongée dans le noir, un bruit suspect, une famille inquiète. Puis, la solution arrive, l'alarme qui sécurise tout. Le message est clair, sans nous, tu risques gros. Et ça marche, parce que personne ne veut vivre avec cette peur. Laisse-moi te raconter une anecdote. J'ai une amie qui dirige une petite entreprise de coaching pour entrepreneurs. Elle galérait à vendre ses services, même si ses formations étaient top. Son pitch était trop axé sur les bénéfices. Vous allez apprendre à gérer votre business comme un pro. C'était bien, mais ça ne créait pas d'urgence. On a changé d'approche. On a commencé à poser des questions dans ses publicités. Et si votre business s'effondre parce que vous n'avez pas les bonnes stratégies? Et si vous passez à côté de la croissance que vous méritez? On a ajouté des témoignages de clients qui avaient failli tout perdre avant de suivre sa formation. Résultat? Les inscriptions ont bondi de 30% en 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'on a touché la peur de l'échec, une émotion qui motive plus que n'importe quel bénéfice futur. La peur, c'est puissant, mais il faut l'utiliser avec précaution. Si tu joues trop sur cette émotion sans offrir une solution crédible, tu risques de passer pour manipulateur.
Imagine une pub qui te fait peur sans te donner de vraies réponses. Votre maison pourrait être cambriolée ce soir, mais sans expliquer comment leur produit peut t'aider. Ça énerve plus qu'autre chose. La clé, c'est de montrer le problème, le risque, la perte potentielle, puis de présenter ton produit comme la solution qui apaise cette peur. C'est ce qu'on appelle le problème-solution en marketing. Tu crées une tension, puis tu la résous. Comment utiliser la peur dans tes ventes? Commence par identifier ce que ton client craint le plus. Si tu vends un logiciel de cybersécurité, parle des risques de piratage, données volées, réputation ruinée, pertes financières. Si tu vends un service de santé, évoque les conséquences de ne pas agir, fatigue chronique, problèmes graves à long terme. Mais ne t'arrête pas là. Une fois que tu as mis en lumière le risque, montre comment ton produit élimine cette peur. Par exemple, si tu vends des pneus de voiture, ne te contente pas de dire « nos pneus sont durables ». Montre une famille sur une route glissante, puis explique comment tes pneus garantissent leur sécurité, même dans les pires conditions. Un autre exemple. Les applications de gestion financière, comme Inab ou Mint. Elles ne se contentent pas de parler d'épargne. Elles te montrent ce qui arrive si tu ne gères pas ton argent, dettes qui s'accumulent, stress constant, rêves reportés. Puis elles te disent, avec notre appli, fini les nuits blanches à cause des factures. La peur de l'insécurité financière pousse à télécharger l'appli, et la solution proposée apaise cette peur. Mais attention, l'éthique est essentielle. Utiliser la peur, ce n'est pas effrayer pour le plaisir ou exagérer les risques. Si tu vends des compléments alimentaires, ne prétends pas que sans ton produit, ton client va tomber malade demain. Ça brise la confiance. À la place, sois réaliste. Par exemple, sans une bonne alimentation, vous pourriez manquer d'énergie pour vos projets. Puis, montre comment ton produit comble ce manque. Les clients respectent les marques qui les alertent sur un vrai problème tout en leur offrant une solution tangible. La peur fonctionne aussi dans des contextes moins évidents. Si tu vends des formations en ligne, tu peux jouer sur la peur de stagner dans sa carrière. Et si vous restez bloqué dans le même job pendant des années? Si tu vends des vêtements, tu peux évoquer la peur de ne pas être à la hauteur dans une situation importante. Ne laissez pas une mauvaise première impression ruiner vos chances. L'important, c'est de toujours relier la peur à une solution que ton produit apporte. Un dernier point, la peur est encore plus efficace quand elle est associée à l'urgence. Les phrases comme « agissez maintenant » ou « ne tardez pas » amplifient l'effet. Pense aux sites de réservation de voyage, comme Booking.com, qui affiche dernière chambre disponible, ou réservée 5 fois aujourd'hui. Ça te donne l'impression que si tu n'agis pas tout de suite, tu vas tout perdre. Et devine quoi? Tu réserves, parce que la peur de rater l'occasion est trop forte. En résumé, la peur est un levier incroyable pour déclencher une vente, mais elle doit être utilisée avec finesse et responsabilité. Identifie ce que ton client craint, montre-lui ce qu'il risque de perdre, puis positionne ton produit comme la solution qui le protège. Quand c'est bien fait, la peur devient un moteur d'action, et ton client te remerciera d'avoir résolu son problème. On passe à la troisième émotion, et celle-ci touche une corde très personnelle, la fierté ou l'ego. On adore acheter des choses qui nous font nous sentir spéciaux, qui renforcent notre image, qui disent au monde « Regardez qui je suis ». La fierté, c'est le moteur derrière une voiture de luxe, un costume sur mesure, une montre haut de gamme. Tu ne vends pas juste un produit, tu vends un statut, une identité, une version améliorée de ton client. Et crois-moi, quand tu touches l'ego, les gens sont prêts à payer cher pour se sentir au sommet. Pense aux marques de luxe comme Rolex, Louis Vuitton ou Ferrari. Quand tu vois une pub pour une Rolex, est-ce qu'on te parle de la précision du mécanisme ou de la durabilité du bracelet? Pas vraiment. On te montre un homme ou une femme élégant, dans un bureau chic ou à un gala, avec une montre qui attire tous les regards. Ce que Rolex vend, ce n'est pas une montre, c'est un symbole de réussite. C'est l'idée que, en portant cette montre, tu fais partie d'une élite, tu inspires le respect, tu incarnes le succès. Et ça parle directement à l'ego. Mais la fierté ne se limite pas aux produits de luxe. Elle fonctionne aussi pour des produits plus accessibles. Pourquoi quelqu'un achète un iPhone dernier cri alors que son ancien téléphone fonctionne encore parfaitement? Ce n'est pas juste pour les nouvelles fonctionnalités. C'est pour le sentiment d'être à la pointe, d'avoir ce que tout le monde regarde, de se sentir dans le coup. Même une marque de vêtements abordables, comme Zara ou H&M,
Joue sur cet ego en proposant des collections tendances qui te font sentir stylé, moderne, admiré. Laisse-moi te raconter une histoire. J'ai travaillé avec un petit entrepreneur qui vendait des carnets haut de gamme, en cuir, faits à la main. Au début, il se concentrait sur la qualité du papier et la durabilité du cuir. C'était bien, mais ça ne se vendait pas. On a changé de stratégie. On a repositionné ces carnets comme des outils pour les visionnaires. Ce carnet, c'est là où naissent les grandes idées, où les leaders planifient leur succès. On a créé des visuels avec des entrepreneurs confiants, écrivant dans ces carnets lors de réunions importantes ou dans des cafés chics. Résultat, les ventes ont doublé en 3 mois. Pourquoi? Parce qu'on a vendu de la fierté. L'idée que posséder ce carnet te rend différent, te place au-dessus de la moyenne. La fierté, c'est universel. Tout le monde veut se sentir valorisé, admiré, unique. Que tu vendes des services, des produits physiques, ou même des idées, tu peux jouer sur ce besoin humain de briller. Si tu vends du coaching, ne parle pas seulement des compétences que tes clients vont acquérir. Montre-leur comment ils vont devenir des références dans leur domaine, comment ils seront vus comme des experts. Si tu vends des bijoux, ne te contente pas de parler du design. Montre comment ils vont attirer les compliments, faire tourner les têtes. Comment utiliser la fierté dans tes ventes? Commence par comprendre ce qui rend ton client fier. Quel aspect de ton produit peut le faire se sentir spécial? Si tu vends des cours de langue, par exemple, ne dis pas juste « apprenez l'anglais en 6 mois ». Dis « devenez la personne qui impressionne en réunion internationale, qui voyage sans barrière, qui maîtrise une langue que tout le monde admire ». Utilise des mots qui flattent l'ego, excellence, prestige, unique, remarquable. Crée des visuels qui montrent ton client sous son meilleur jour, confiant, respecté, au centre de l'attention. Un autre exemple. Les voitures. Une marque comme BMW ne vend pas juste un véhicule. Leur pub te montre au volant, sur une route ouverte, avec une musique épique et une voix off qui parle de plaisir de conduire et de puissance maîtrisée. Ça te donne l'impression que, en achetant cette voiture, tu deviens quelqu'un d'exceptionnel. Mais même une marque plus abordable, comme Toyota, peut jouer sur la fierté en mettant en avant la fiabilité. Conduisez avec l'assurance de ne jamais être en panne. C'est une forme de fierté, celle de faire un choix intelligent, d'être un conducteur fiable. Attention, cependant, l'ego est une émotion puissante, mais elle peut être à double tranchant. Si tu en fais trop, tu risques de passer pour arrogant ou déconnecté. Imagine une pub qui dit « Achetez notre produit, sinon vous êtes un loser ». Ça repousse les gens. La clé, c'est de flatter l'ego sans humilier. Montre à ton client qu'il est déjà sur la bonne voie, et que ton produit va l'aider à aller encore plus loin. Par exemple, une marque de fitness pourrait dire « Vous êtes déjà motivé. Nos équipements vont faire de vous une légende ». Ça renforce la fierté sans écraser. Un autre point important, la fierté fonctionne mieux quand elle est adaptée à ton audience. Une jeune professionnelle pourrait être fière de porter un sac qui la fait passer pour une leader. Un étudiant pourrait être fier d'avoir le dernier gadget tech qui le rend cool aux yeux de ses amis. Si tu peux personnaliser ton message pour toucher l'ego spécifique de ton client, l'impact est décuplé. Les réseaux sociaux sont parfaits pour ça. Utilise des publicités ciblées qui parlent directement à l'identité de ton audience. Un dernier exemple pour illustrer. Pense aux diplômes ou certifications. Pourquoi quelqu'un s'inscrit à un programme coûteux pour obtenir un certificat? Ce n'est pas juste pour apprendre. C'est pour la fierté d'afficher ce diplôme sur LinkedIn, de le montrer à son entourage, de dire « je l'ai fait ». Les écoles en ligne comme Coursera ou Udemy l'ont bien compris. Leurs campagnes mettent en avant des diplômés rayonnants, fiers de leur réussite, et ça pousse d'autres à s'inscrire. En résumé, la fierté et l'ego sont des leviers incroyables pour déclencher une vente. Fais en sorte que ton client se sente spécial, valorisé, admiré. Positionne ton produit comme un moyen de renforcer son identité, de le faire briller aux yeux des autres ou de lui-même. Quand tu touches cet ego, tu ne vends plus un produit, tu vends une expérience de prestige. Et ça, c'est irrésistible. On passe maintenant à la 4e émotion, et celle-ci touche tout le monde à un moment ou un autre, le soulagement. Quand ton client achète, il ne cherche pas juste un produit ou un service. Il cherche une solution qui enlève une douleur, qui fait disparaître un stress, qui simplifie sa vie. Le soulagement, c'est cette sensation de « ouf, enfin, je peux respirer ».
Que ce soit le stress d'une journée surchargée, la frustration d'une tâche compliquée, ou l'angoisse de ne pas être à la hauteur, ton produit devient irrésistible quand il promet de faire fondre ses problèmes comme neige au soleil. Pense aux applications de productivité, comme Trello ou Notion. Pourquoi des millions de personnes les utilisent? Ce n'est pas juste pour organiser des tâches. C'est pour se débarrasser de cette boule au ventre quand on jongle avec 10 projets à la fois. Ces applis te montrent un bureau virtuel clair, des listes bien rangées, et tu te dis « Enfin, je reprends le contrôle ». Elles vendent du soulagement, l'idée que ta vie va devenir plus simple, plus fluide, moins chaotique. Et ça, c'est un aimant pour n'importe quel client. Mais le soulagement fonctionne dans tous les domaines. Prenons les services de ménage, comme ceux proposés par des plateformes comme Helpling ou TaskRabbit. Leur message n'est pas « Nous nettoyons votre maison ». C'est « Retrouve du temps pour toi. Laisse-nous enlever le stress du ménage ». Leur pub montre une maison en désordre, une personne épuisée, puis la transformation. Une maison impeccable, un sourire détendu. Le client n'achète pas un service de nettoyage, il achète des heures libres pour profiter de sa famille, de ses hobbies, ou simplement pour se poser. Laisse-moi te raconter une histoire. J'ai une amie qui dirigeait une petite entreprise de services de comptabilité pour indépendants. Ses clients étaient des freelances, souvent stressés par la paperasse, les déclarations fiscales et les deadlines. Au départ, elle vendait son service en disant « Je gère vos comptes pour vous ». C'était correct, mais ça ne faisait pas vibrer. On a changé l'approche. On a créé une campagne qui montrait un freelance paniqué, noyé sous les factures, avec une voix off. Vous passez vos nuits à stresser sur vos impôts? Et si vous pouviez vous concentrer sur ce que vous aimez, sans crainte d'une erreur? Puis, on montrait ce même freelance, souriant, en train de créer, pendant que notre ami gérait tout en arrière-plan. Résultat, ces inscriptions ont grimpé de 50% en un mois. Pourquoi? Parce qu'on a vendu du soulagement, pas juste un service. Le soulagement, c'est une émotion universelle. Tout le monde a une douleur, un stress, un problème qui le ronge. Ton job, c'est de comprendre cette douleur et de montrer comment ton produit la fait disparaître. Si tu vends un matelas, ne parle pas seulement de sa mousse à mémoire de forme. Montre une personne qui se réveille reposée, sans mal de dos, prête à attaquer la journée. Si tu vends un logiciel, ne te contente pas de lister ses fonctionnalités. Explique comment il va éliminer les heures perdues à corriger des erreurs ou à chercher des fichiers. Comment utiliser le soulagement dans tes ventes? Commence par identifier la douleur de ton client. Pose-toi la question, quel est le problème qui l'empêche de dormir? Si tu vends des services de garde d'enfants, par exemple, ce n'est pas juste « nous gardons vos enfants ». C'est « vous pouvez aller travailler ou sortir en sachant que vos enfants sont entre de bonnes mains ». Si tu vends une application de méditation, parle du stress quotidien, des nuits agitées, et montre comment 10 minutes par jour peuvent ramener le calme. Utilise des mots qui évoquent la paix, simplifie, libère, respire, tranquillité. Un autre exemple. Les aspirateurs robots, comme ceux de iRobot. Leur pub ne se concentre pas sur la technologie des capteurs. Elle montre une maison en bazar, un parent débordé, puis la magie, l'aspirateur qui travaille tout seul, laissant la personne libre de lire un livre ou jouer avec ses enfants. Le message? Oublie le ménage, profite de la vie. Ce soulagement est tellement puissant que les clients sont prêts à payer un prix premium pour l'obtenir. Mais attention, le soulagement doit être crédible. Si tu promets une solution miracle sans preuve, ton client se méfiera. Par exemple, une appli qui prétend résoudre tous vos problèmes de productivité en un clic sans montrer comment. Ça sonne faux. À l'inverse, une marque comme Evernote te montre des captures d'écran claires, des témoignages de gens qui ont repris le contrôle de leur vie grâce à l'organisation. La crédibilité renforce le sentiment de soulagement. Un point clé, le soulagement fonctionne encore mieux quand tu contrastes le problème et la solution. C'est une technique classique en storytelling. Montre d'abord la douleur, une journée chaotique, une tâche ingrate, une source de stress. Puis, fais entrer ton produit comme un héros qui restaure l'ordre. Les pubs de médicaments contre les maux de tête, comme Advil, sont parfaites pour ça. Elles commencent par une personne qui souffre, un bruit de fond oppressant, puis la pilule arrive, le bruit s'apaise, et la personne retrouve le sourire. Ce contraste fait du soulagement une émotion tangible. Le soulagement peut aussi être subtil.
Si tu vends des services de voyage, par exemple, tu peux parler du stress de planifier un séjour, choisir les vols, trouver un hôtel, organiser les activités. Puis, tu montres comment ton agence s'occupe de tout, laissant le client libre de rêver à ses vacances. Même dans des niches improbables, comme des produits de jardinage, tu peux jouer sur le soulagement. Fini les heures à désherber, notre outil fait le travail à votre place. En résumé, le soulagement est un levier incroyable pour vendre, parce qu'il répond à un besoin universel, simplifier la vie. Identifie la douleur de ton client, montre-lui comment ton produit l'a fait disparaître, et utilise des images et des mots qui évoquent la paix et la liberté. Quand ton client sent que ton produit est la clé pour enlever un poids de ses épaules, il n'aura pas besoin d'un argument logique pour dire oui. Pense au lancement d'Apple. Pourquoi leur keynote attire-t-elle des millions de spectateurs dans le monde entier? Ce n'est pas juste parce que les gens ont besoin d'un nouveau téléphone. C'est parce qu'Apple maîtrise l'art de la curiosité. Il distille des teasers mystérieux, une image floue, une phrase cryptique comme quelque chose de grand arrive. Les rumeurs s'emballent, les fans spéculent, et tout le monde veut savoir, c'est quoi la nouveauté? Le jour du lancement, les gens font la queue, pas seulement pour acheter, mais pour découvrir. Apple ne vend pas juste un produit, ils vendent l'excitation de l'inconnu. Mais la curiosité ne se limite pas aux géants de la tech. Prends les vidéos YouTube elles-mêmes. Pourquoi cliques-tu sur une miniature avec un titre comme Le secret que personne ne vous dit ou ce que j'ai découvert en ouvrant cette boîte? Parce que tu veux savoir. Les créateurs de contenu utilisent des titres et des images qui titillent ta curiosité, te poussant à cliquer avant même de réfléchir. Et une fois que tu es dans la vidéo, ils maintiennent cette curiosité avec des phrases comme « Attends la fin, tu vas être choqué ». C'est une technique qui fonctionne, parce que l'être humain est naturellement curieux. Laisse-moi te raconter une anecdote. J'ai travaillé avec une petite boutique en ligne qui vendait des produits de beauté bio. Leur vente stagnait, malgré des produits de qualité. Leur marketing était trop descriptif. Crème hydratante à base d'huile d'argan, 50 ml. Bof. On a décidé de jouer sur la curiosité. On a lancé une campagne avec un slogan. Le secret de peau parfaite que les stars ne veulent pas révéler. Les publicités montraient une femme appliquant la crème, avec des plans rapprochés sur son visage rayonnant, mais sans jamais révéler l'ingrédient principal. On a ajouté un bouton « Découvrez le secret » sur le site, menant à une page qui expliquait les bienfaits du produit. Résultat, les clics sur le site ont triplé, et les ventes ont suivi. Pourquoi? Parce qu'on a transformé un produit banal en un mystère à résoudre. La curiosité fonctionne, parce qu'elle active une partie primitive de notre cerveau, le besoin de savoir, de comprendre, de combler les trous. Les marques qui réussissent ne se contentent pas de présenter leurs produits, elles créent une histoire, un suspense. Pense aux campagnes de Netflix pour leur nouvelle série. Ils ne te racontent pas toute l'intrigue. Ils te montrent une bande-annonce avec juste assez d'images intrigantes pour te donner envie de binge-watcher. Ou prends les unboxings sur YouTube. Pourquoi des millions de personnes regardent-elles quelqu'un ouvrir une boîte? Parce qu'elles veulent découvrir ce qu'il y a dedans, même si elles n'achèteront jamais le produit. Comment utiliser la curiosité dans tes ventes? La clé, c'est de créer un mystère que ton client a envie de résoudre. Pose une question, tease une nouveauté, ou laisse entendre qu'il y a quelque chose d'unique à découvrir. Si tu vends un cours en ligne, ne dis pas juste « Apprenez à coder en 30 jours ». Essaie, le secret pour coder comme un pro. Même si vous partez de zéro, découvrez-le maintenant. Si tu vends un produit physique, comme un gadget, fais un teaser. Ce petit appareil va changer votre quotidien. Mais qu'est-ce que c'est? Utilise des mots qui attisent l'envie. Secret, découvrez, révélation, nouveau. Un autre exemple. Les boulangeries ou les restaurants. Une boulangerie pourrait mettre un panneau. Nouvelle recette secrète aujourd'hui seulement. Ça pousse les clients à entrer. Juste pour savoir de quoi il s'agit. Un restaurant pourrait teaser un plat mystère sur les réseaux sociaux, avec une photo floue et une question. Devinez ce qu'on vous prépare. La curiosité les fait réserver une table. Mais attention, la curiosité doit être bien dosée. Si tu te contentes de teasers sans offrir de substance, tu risques de frustrer ton client. Imagine une pub qui promet le secret ultime pour perdre du poids, mais qui ne livre rien de concret. Les gens se sentent trompés. La clé, c'est de piquer la curiosité, puis de livrer une réponse satisfaisante. Par exemple, si tu vends un produit de beauté, tease un ingrédient révolutionnaire,
mais assure-toi que ton produit tient ses promesses une fois que le client découvre de quoi il s'agit. Un autre point important, la curiosité fonctionne encore mieux quand elle est combinée avec d'autres émotions, comme le désir ou l'urgence. Par exemple, une marque de mode pourrait dire « Une collection exclusive arrive demain », mais seulement pour les 100 premiers clients. Ça combine la curiosité, c'est quoi cette collection, avec la peur de rater quelque chose. Les sites de e-commerce, comme Shein ou Zalando, excellents là-dedans. Nouveau drop ce soir à 20h, soyez les premiers à découvrir. Ça te pousse à rester connecté, à attendre, à acheter. La curiosité peut aussi être subtile. Si tu vends des services, comme du coaching, tu peux poser une question qui intrigue. Et si vous pouviez doubler vos revenus en un an? Cliquez pour découvrir comment. Les webinaires gratuits utilisent souvent cette technique. Ils promettent de révéler une stratégie ou un secret, et les gens s'inscrivent juste pour savoir de quoi il s'agit. Même dans des secteurs moins évidents, comme l'immobilier, tu peux jouer sur la curiosité. Cette maison cache une surprise que vous devez voir par vous-même. En résumé, la curiosité est un levier incroyablement puissant pour capter l'attention et déclencher une vente. Crée un mystère, pose une question, tease une nouveauté, et donne à ton client l'envie irrésistible de découvrir ce que tu caches. Quand tu fais naître cette étincelle de « je veux savoir », tu transformes un simple spectateur en quelqu'un qui agit, clique, achète. Alors, à toi de jouer. Quel secret ton produit peut-il révéler? On passe à la 6e émotion, et celle-ci touche un besoin fondamental de l'être humain, l'appartenance. Nous sommes des créatures sociales, programmées pour vouloir faire partie d'un groupe, d'une tribu, d'une communauté. Quand tu achètes un produit, un service, ou même une idée, tu ne choisis pas seulement un objet. Tu choisis de rejoindre un mouvement, de partager des valeurs, de dire « je suis comme eux ». Les marques qui comprennent ce besoin d'appartenance transforment leurs clients en fans, en ambassadeurs, en membres d'une famille. Et ça, c'est un levier incroyablement puissant pour vendre. Pense à des marques comme Nike ou Adidas. Quand tu portes leur basket, ce n'est pas juste pour courir ou marcher. C'est pour dire « je fais partie de cette communauté d'athlètes, de gens motivés, de ceux qui repoussent leurs limites ». Leur publicité ne montre pas seulement des chaussures. Elle montre des coureurs dans un stade, des amis qui s'encouragent, une équipe qui célèbre une victoire. Tu achètes ces baskets pour te sentir connecté à ce mode de vie, à cette énergie collective. Tu deviens un membre de la tribu Nike, et ça te rend fier. Mais l'appartenance va bien au-delà des marques de sport. Prends Harley-Davidson. Ce n'est pas juste une moto. C'est une culture, une communauté de rebelles, de libres penseurs, de gens qui vivent pour la route. Quand tu achètes une Harley, tu ne paies pas seulement pour un moteur et 2 roues. Tu rejoins un club, tu portes des vestes en cuir avec des logos, tu participes à des rassemblements où tout le monde partage cette passion. C'est l'appartenance qui fait que les propriétaires de Harley sont si loyaux, parfois jusqu'à se faire tatouer le logo. Laisse-moi te raconter une histoire. J'ai travaillé avec une petite marque de café artisanal qui peinait à se démarquer dans un marché dominé par les géants comme Starbucks. Leurs produits étaient excellents, mais leur vente restait plate. Leur marketing se concentrait sur la qualité des grains, café bio, torréfié à la main. C'était bien, mais ça ne créait pas d'émotion. On a changé d'approche. On a créé une campagne autour de l'idée d'une communauté de vrais amateurs de café. On a lancé un hashtag café avec âme, et on a encouragé les clients à partager des photos de leur moment café. Un matin tranquille, une pause entre amis, une tasse fumante au bureau. On a même organisé des concours pour récompenser les meilleures histoires. Résultat, les clients ont commencé à se sentir comme des membres d'un club exclusif. Les ventes ont augmenté de 35% en quelques mois, et la marque a gagné une communauté fidèle qui partageait ses valeurs. L'appartenance, c'est puissant, parce qu'elle répond à un besoin profond, celui de se sentir connecté, accepté, compris. Les marques qui réussissent ne vendent pas juste un produit, elles vendent une identité collective. Pense à Apple. Quand tu achètes un MacBook ou un iPhone, tu rejoins une communauté de créatifs, d'innovateurs, de gens qui pensent différemment. Leur pub montre des artistes, des entrepreneurs, des étudiants, tous unis par cette idée d'être à la pointe. Tu n'achètes pas juste un appareil, tu achètes une place dans ce monde. Comment utiliser l'appartenance dans tes ventes? Commence par identifier les valeurs ou le mode de vie que ton produit représente. Si tu vends des vêtements éco-responsables, par exemple, ne parle pas seulement de la qualité du tissu.
Montre une communauté de gens engagés pour la planète, qui partagent une vision d'un avenir durable. Utilise des slogans qui invitent à rejoindre le mouvement, fais partie du changement, rejoins les passionnés. Crée des espaces où tes clients peuvent se connecter, comme des groupes sur les réseaux sociaux, des événements, ou même des hashtags. Un autre exemple. Les clubs de fitness, comme CrossFit. Pourquoi CrossFit a-t-il une communauté si dévouée? Parce qu'ils ne vendent pas juste des entraînements. Ils vendent une appartenance à une tribu de gens déterminés, qui se soutiennent, qui partagent leurs progrès. Les membres se retrouvent dans des box, leurs salles, portent des t-shirts avec des slogans motivants et partagent leurs exploits sur Instagram. Quand tu t'inscris, tu ne paies pas juste pour transpirer, tu paies pour faire partie de cette famille. Mais attention, l'appartenance doit être authentique. Si tu essaies de créer une communauté artificielle, sans valeur réelle, tes clients le sentiront. Imagine une marque qui prétend être éco-friendly mais qui n'a aucune démarche concrète pour l'environnement. Les clients se détourneront. À l'inverse, une marque comme Patagonia construit une communauté autour de l'écologie et de l'aventure. Leurs clients achètent leurs vêtements pour dire « Je suis quelqu'un qui protège la planète ». C'est une appartenance sincère, et ça fidélise. Un autre point clé, l'appartenance fonctionne mieux quand tu donnes à tes clients des moyens de s'exprimer. Les marques de mode, par exemple, encouragent les clients à poster des looks avec leurs produits. Les abonnements comme Netflix ou Spotify créent des playlists partagées ou des recommandations personnalisées pour donner l'impression d'appartenir à une culture commune. Même dans des secteurs moins évidents, comme les assurances, tu peux jouer sur l'appartenance. Rejoignez les milliers de familles qui protègent leur avenir avec nous. Un dernier exemple, les jeux vidéo. Quand tu achètes un jeu comme Fortnite ou Call of Duty, tu ne paies pas juste pour jouer. Tu rejoins une communauté mondiale de joueurs, avec des tournois, des discussions sur Discord, des skins exclusifs qui montrent que tu fais partie du groupe. Les éditeurs de jeux savent que l'appartenance est ce qui garde les joueurs accros. En résumé, l'appartenance est un levier émotionnel qui transforme un client en membre d'une communauté. Fais en sorte que ton produit représente un mode de vie, une valeur, une tribu. Crée des espaces où tes clients peuvent se connecter, partager et se sentir fiers d'être de ton côté. Quand tu vends l'appartenance, tu ne vends plus un produit, tu vends une identité. Et ça, c'est ce qui fait que tes clients reviennent encore et encore. On arrive à la dernière émotion, et c'est la plus puissante de toutes, l'amour ou l'affection. Quand un produit touche le cœur, quand il évoque un lien avec ce qu'on aime, il devient absolument irrésistible. L'amour, c'est ce qui nous pousse à acheter non pas pour nous-mêmes, mais pour rendre heureux quelqu'un qui compte. Un enfant, un partenaire, un parent, un ami. C'est l'émotion qui fait vibrer la corde la plus sensible, celle qui transforme un simple achat en un geste chargé de sens. Quand tu vends avec l'amour, tu ne vends plus un produit, tu vends un moment de bonheur, un souvenir, une connexion. Pense aux publicités de Noël, comme celle de John Lewis ou Coca-Cola. Elles ne parlent pas de prix ou de caractéristiques. Elles montrent une famille réunie autour d'un sapin, un enfant émerveillé en déballant un jouet, ou un couple partageant un moment magique. Ces pubs te prennent aux tripes, parce qu'elles te rappellent pourquoi tu achètes des cadeaux, pour voir les yeux d'un être cher s'illuminer. Un jouet n'est pas juste un bout de plastique, c'est le sourire d'un enfant. Un bijou n'est pas juste un accessoire, c'est une promesse d'amour éternel. L'amour rend tout plus grand, plus profond. Mais l'amour ne se limite pas aux cadeaux. Prends les services qui protègent ce qu'on aime, comme les assurances ou les systèmes de sécurité. Pourquoi quelqu'un investit dans une assurance vie? Ce n'est pas pour lui, c'est pour s'assurer que sa famille sera en sécurité, quoi qu'il arrive. Une pub d'assurance ne te montre pas des tableaux de chiffres. Elle te montre un parent qui regarde ses enfants jouer, avec la paix d'esprit de savoir qu'ils seront protégés. C'est l'amour qui motive cet achat, pas la logique. Laisse-moi te raconter une histoire. J'ai aidé une petite entreprise qui vendait des albums photos personnalisés. Au départ, leur marketing était plat. Créez votre album en ligne, haute qualité, livraison rapide. Ça fonctionnait, mais sans plus. On a décidé de tout recentrer sur l'amour. On a créé une campagne avec le slogan « Transformez vos souvenirs en un cadeau pour ceux que vous aimez ». Les visuels montraient une grand-mère émue en feuilletant un album rempli de photos de ses petits-enfants, ou un couple célébrant son anniversaire de mariage avec un livre de leurs moments ensemble. On a ajouté des témoignages, comme celui d'une cliente qui avait offert un album à sa mère. Elle a pleuré de joie,
C'était le plus beau cadeau que j'ai jamais offert. Résultat? Les ventes ont bondi de 60% en un trimestre. Pourquoi? Parce qu'on a connecté le produit à l'amour, à l'idée de créer un moment inoubliable pour quelqu'un de spécial. L'amour, c'est une émotion universelle. On achète pour protéger, pour faire plaisir, pour renforcer les liens. Les marques qui réussissent à capter cette émotion créent des clients qui ne sont pas juste satisfaits, mais profondément attachés. Pense aux jouets, comme ceux de Lego. Leur pub ne parle pas de briques en plastique. Elle montre un parent et un enfant construisant ensemble, riant, partageant un moment de complicité. Tu n'achètes pas Lego pour les pièces, tu l'achètes pour ce lien unique avec ton enfant. Comment utiliser l'amour dans tes ventes? Identifie comment ton produit peut renforcer un lien affectif. Si tu vends des bijoux, montre comment ils deviennent des symboles d'amour. Une bague pour une demande en mariage, un collier pour un anniversaire. Si tu vends des voyages, parle des souvenirs inoubliables que les familles vont créer ensemble. Utilise des mots qui touchent le cœur, partage, bonheur, proche, souvenir. Crée des visuels qui évoquent des moments tendres, une étreinte, un sourire, une main qui offre un cadeau. Un autre exemple. Les services de livraison de repas, comme HelloFresh. Leur publicité ne se contente pas de parler de nourriture. Elle montre une famille autour de la table, riant, partageant un repas préparé ensemble. Le message? Passez moins de temps à planifier, plus de temps à savourer avec ceux que vous aimez. C'est l'amour qui pousse à s'abonner, parce que ça promet des moments précieux avec les proches. Mais attention, l'amour doit être sincère. Si tu essaies de manipuler cette émotion avec des promesses creuses, ça se retourne contre toi. Imagine une pub qui montre une famille heureuse, mais le produit n'a aucun lien avec cette émotion. Les clients se sentiront trompés. La clé, c'est de connecter ton produit à un vrai moment d'affection. Par exemple, une marque de chocolat comme Lindt ne vend pas juste des sucreries. Leur pub montre un moment partagé entre amis ou un cadeau offert avec tendresse. C'est crédible, et ça touche. Un autre point important, l'amour peut aussi inclure l'amour de soi. Parfois, les gens achètent pour se faire plaisir, pour se sentir aimés. Les spas, les cosmétiques, ou même les abonnements à des box bien-être jouent là-dessus. Une marque comme L'Occitane montre une femme qui prend soin d'elle avec une crème luxueuse, et le message est clair, vous méritez ce moment d'amour pour vous-même. Ça fonctionne, parce que l'amour de soi est tout aussi puissant. Un dernier exemple, les organisations caritatives. Pourquoi donne-t-on à des associations? Parce qu'on veut aider, protéger, faire une différence pour ceux qui en ont besoin. Leurs campagnes montrent des enfants sauvés, des familles réunies, des vies transformées. Tu donnes, parce que l'amour te pousse à agir pour les autres. En résumé, l'amour et l'affection sont les émotions ultimes pour vendre, parce qu'elles touchent ce qu'il y a de plus humain en nous. Connecte ton produit à un moment de cœur, à un lien avec les autres ou avec soi-même. Montre comment il peut créer du bonheur, de la sécurité, des souvenirs. Quand tu vends avec l'amour, tu ne vends plus un produit, tu vends une émotion qui dure. Et ça, c'est ce qui fait dire oui sans hésiter. Alors retiens bien, les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une émotion. Désir, peur, fierté, soulagement, curiosité, appartenance et amour. Utilise ces leviers avec éthique et tu verras la différence dans tes ventes. Dis-moi en commentaire, laquelle de ces émotions t'a déjà poussé à acheter sans réfléchir? N'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour plus de stratégies puissantes. À très vite.